live. Ça veut pas lancer. C'est Ah, bon. c'est bon, j'ai eu peur. On est live. On est en ligne. Après 3 tentatives, j'ai eu un peu peur. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous. On va attendre gentiment. Minute, ouais. Le temps que tout le monde arrive. Exactement. J'ai bien cru qu'on n'allait jamais arriver. Je sais pas pourquoi ça voulait pas se lancer. Et la magie du direct, c'est quand même la classe de pouvoir dire ça. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bonjour Arnaud. Traditionnelle demande. Est-ce que vous entendez bien Thibaut et moi-même? Ouais. Je vais regarder aussi mon chat confirmé. Ah. Bonjour Maxime. J'ai Mathieu qui me dit qu'il y a un souci dans le lien. Ah. On a du monde pourtant. Excusez-moi. Pour le délai, bon, il y a quand même du monde, donc je suis désolé, en fait, a priori, on reçoit des messages comme quoi le lien ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, je vais prendre juste 30 secondes, après on est à vous. Ce qu'on fait, petit meublage en direct live. Thibaut, est-ce que tu peux initier ta petite présentation? Et pour l'instant, je fais du pompier SAV. Ah, c'est sur Safari. Manifestement, c'est sur Clara dit que c'est sur Safari que ça fonctionne pas. Donc peut-être que les gens qui ont un Mac ou un iPhone peuvent pas se connaître. Donc ouais, pour ma petite présentation, on m'entend ou pas? Tu m'entends? Oui, nickel. Ouais. J'étais pas sûr. Donc pour ma petite présentation, Sylvain devait le faire, mais meublage. Ça fait à peu près 8 ans que je j'y vais. Je crois que je suis arrivé en 2016. Je crois que Sylvain, je crois que tu optimisais encore des campagnes. Donc je ne sais pas depuis quand tu n'as pas mis les mains dans le cambouis sur des campagnes SEA. Ça fait un petit moment que je suis chez JVWeb. Donc commencer comme account manager. Donc pareil, gestion de campagne, surtout sur la partie acquisition. Ensuite, je suis passé il y a 6 ans à peu près team leader chez JVWeb ou en gestion d'une équipe, pareil sur l'acquisition. Et là, depuis quelques temps, j'ai repris ce sujet de la partie branding pour justement accompagner nos clients qu'ils souhaitent sur ces campagnes branding, notamment sur certains leviers qu'on va développer plus en amont dans la présentation. Team Google Chrome. Le lien apparemment, c'est le dernier reminder du jour. Qu'il ne fonctionne pas. Ok, j'ai identifié sur qui on va taper en interne. C'est tout bon pour nous. Bon, heureusement, on a quand même du monde. On espère que les gens vont avoir le réflexe de checker. Bon, on va avancer. C'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Et moi, c'est Sylvain. Pour ceux qui suivent les webinaires, vous me voyez à chaque fois toujours présent. Et ça fait 10 ans que je suis chez JVWeb. J'ai été, comme a dit Thibaut, account manager. Je mets plus les mains dedans, mais je fais encore pas mal d'audits, etc. Donc, j'ai des bons restes. Reste technique malgré les évolutions quasi quotidiennes. Aujourd'hui, on va changer un peu d'axe. On va parler, oui Arnaud, vous inquiétez pas. Comme on dit chez nous, on est dur avec les problèmes, on est soft avec les gens. Donc on sera gentil, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va changer un peu d'axe. C'est vrai que JVWeb, historiquement, on est très connu nous sur la partie acquisition, mais on fait aussi pas mal de branding et c'est un axe qu'on voulait aussi développer à travers ce webinaire. Et j'essaye de passer mes slides. De quoi on va parler? Donc, pourquoi faire des campagnes de branding? C'est quoi les intérêts majeurs ou les raisons qui poussent nos clients ou qui peuvent vous pousser en fait à activer ces typologies de campagnes? Et après, on va vous montrer comment chez JVWeb, nous, sur les 3 phases, avant, pendant et après, en fait, ces fameuses campagnes de branding, comment on opère pour qu'on fasse en sorte que ça soit une réussite. Avec la particularité, c'est que on a une vision qui est plus orientée, nous, acquisition que purement agence média. Et donc, dans la gestion au quotidien, voilà, c'est un peu différenciant de notre côté. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas JVWeb, en fait, nos 20 ans dans un peu moins de 2 mois, le 20 juin, on a à peu près 500 clients. Vous avez en fait une idée ici un petit peu des clients. C'est très varié chez nous. Et on est aujourd'hui plus de 90 personnes. Et qu'est-ce qu'on fait? On opère, nous, des campagnes donc d'acquisition et de branding
sur du Google, sur du Bing, que ce soit en search, shopping, display, etc. L'ensemble des réseaux sociaux et bien sûr après toute la brique aussi positionnement, référencement naturel. Et pour ça, on a des services transverses, un studio pour la partie créa dont on va aussi parler aujourd'hui, un pôle R&D innovation très actif dont on va aussi parler puisqu'il y a des sujets qui font le lien et tout ce qui touche à la data, analytics, tracking, donc vraiment ce qui va servir la performance de nos campagnes de branding ou nos campagnes d'acquisition. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, soit avec le chat, soit avec l'onglet questions. Je m'occupe de checker. Et l'idée, c'est que ça soit interactif, qu'on échange au fur et à mesure. Et oui, Alexis, le replay est envoyé en fait à la suite du webinaire, donc dans l'après-midi ou demain directement. Pourquoi faire des campagnes de branding ? Je reprends la main, du coup, cette partie-là, c'est moi qui la prends. 3 raisons qui sont assez classiques pour lancer des campagnes de branding. On va de la plus positive à la récupération de data qui sont un peu plus compliquées. Donc, la première chose, c'est faire connaître une marque, un produit, un lancement. Typiquement, c'est quand on lance un nouveau produit, un nouveau marché. C'est cette occasion-là, dans cette occasion-là, qu'on va lancer des campagnes branding. On va s'appuyer sur un temps fort, sur un produit. La deuxième phase, c'est le développement ou rester top of mind. C'est un produit qui est déjà lancé, les gens nous connaissent, c'est l'arrivée d'un concurrent qui vient sur le marché. Le but de ces campagnes, ça va être de se maintenir dans l'esprit des gens, que les gens continuent de nous connaître, toucher notre cible et retoucher aussi également une nouvelle cible pour pallier à l'arrivée d'un concurrent. Et le troisième et dernier cas, c'est quelque chose qu'on appellera le dynamiser. C'est faire face à une baisse du volume d'acquisition de nouveaux clients. Typiquement, c'est quand vous faites vos rapports, quand vous regardez qui sont vos acheteurs, c'est souvent des racheteurs, des gens qui avaient déjà acheté, des gens qui ont un compte client. Le taux de nouveaux clients est en baisse. C'est pour pallier à ça. Ou une baisse de trafic ou de notoriété globale. Globalement, vous avez fait des études, des recherches, vous êtes allé sur Google Trends, vous voyez que votre marque est moins recherchée qu'avant. Donc, typiquement, c'est ce genre de cas où on va lancer aussi des campagnes branding pour essayer de récupérer la mesure. Et du coup, une fois qu'on a décidé, ça se prépare du coup en 3 phases, ce que tu vas nous expliquer. Ouais, c'est 3 phases qui sont importantes. Comme ça, de base, on va se dire que avant, pendant, après, c'est assez classique. Tout le monde le sait, tout le monde fait ça. En fait, nous, on a notre ADN chez JV Web qui est de la planification. Comme vous devez le savoir, pour ceux qui nous connaissent, on est très attaché à l'analyse et à la prise d'initiative de test. Donc, on va vraiment insister sur ces 3 phases. La phase de l'avant, qui va nous permettre de définir des objectifs, définir des personas, planifier nos campagnes, savoir sur quel levier on va diffuser, quel créa, quel message on va pouvoir diffuser, et ensuite, justement, choisir quel créa on va mettre sur chaque levier. Donc, le but, ça va être d'avoir quelque chose de vraiment travaillé et réfléchi avant de lancer des campagnes branding sur un levier en particulier, sur le ciblage d'objectifs. Ça, c'est toute la partie qui va être en amont, qu'on appelle le avant. Pendant la phase de diffusion, on va également avoir 2 axes principaux sur lesquels on va se focaliser. C'est suivi des A/B tests qu'on aura prévu de faire dans la première phase. Donc, on va choisir de soit tester des créas, soit tester des messages, soit tester des audiences. Donc, on va faire ce suivi-là des A/B tests. Et on va prendre des décisions pour savoir sur quoi on va continuer de diffuser. Ensuite, on va faire tout le travail d'optimisation. Comme sur des campagnes d'acquisition classiques sur certains leviers, on va faire ce travail-là pour avoir la meilleure diffusion possible lors des campagnes. On va choisir des emplacements, des audiences, tout ça. Et il y a toute la phase de l'après. On pourrait penser qu'une fois qu'on a lancé des campagnes, c'est fini.
Mais il y a toute cette partie qui va être la partie mesure, directe et indirecte. On va rentrer plus dans le détail ensuite. Mais savoir quelles ont été les interactions avec nos créas, quelles ont été nos interactions avec notre site, et ensuite prendre la mesure de ce qu'ont pensé les gens de nos marques. Donc avoir des outils de mesure qui sont faits directement par les leviers, par les plateformes. Et une fois qu'on a toute cette mesure, ces datas qu'on a récupérées, c'est vraiment l'ADN de ce qu'on va faire, c'est les réexploiter ces datas. Le but, ça va être de soit recibler ces personnes-là, soit faire un suivi pour comprendre comment les gens qui ont interagi avec nos publicités, qu'est-ce qu'elles sont devenues, qu'est-ce qu'elles ont fait sur nos différents leviers, sur la suite, est-ce qu'ils sont transformés en acheteurs ou pas. Donc, le but, ça va être de faire ça. Donc là, on va développer ce webinaire dans ces 3 axes, le avant, le pendant et le après. Du coup, on commence par le avant. Par le avant, on a une approche très scientifique chez JVWeb. Pour nous, la réussite d'une campagne branding repose sur 4 critères de réussite. Donc, on a 4 critères qu'on a plus ou moins, plutôt transformés en équation. Donc, pour nous, c'est la créa fois le dispositif divisé par l'objectif fois le persona. Pourquoi on a ces quatre axes? C'est parce que il va falloir être très fin sur le choix des objectifs. Donc, on a souvent des clients qui arrivent avec une idée de ce qu'ils veulent. Le but, ça va être de maximiser les informations et d'aller dans le plus de détails possible pour transformer ces objectifs en KPI. Une fois qu'on a défini ces objectifs, on va chercher à savoir qui on cible. Donc, la mise en place de personas. Qui on cible. Une fois qu'on sait qui on cible, on va chercher à comprendre comment on va les cibler. Donc, c'est là qu'on va développer la partie dispositif. Donc, où est-ce qu'on va les cibler, avec quel message et combien de fois, à quel moment. Donc, ça va être tout ce travail-là de ciblage qui va être mis en place dans le dispositif. Et pour finir, ça, je pense qu'on vous le rabâche très souvent, votre agence, vous en interne, c'est quelque chose qui est très important, c'est la créa. Le fait de cibler un prospect potentiel, c'est une chose. Le cibler avec le bon message, ça va être la chose la plus importante. Donc ça, c'est cette partie-là qui sera développée par Sylvain ensuite. Mais donc, du coup, ça sera cette créa. On va commencer par développer le premier point. La partie objectif. Ouais, la partie objectif. Donc, le but, ça va être de définir des objectifs de manière claire et quantifiable. J'ai la bouche sèche, je suis un peu malade aujourd'hui. Pas de souci. Du coup, comme je vous le disais un peu précédemment dans la slide d'avant, c'est qu'il nous arrive fréquemment d'avoir des discussions avec des annonceurs qui nous disent, lors de nos premières réunions de briefing, qu'ils ont un objectif très vague. Donc, développer ma notoriété, faire du branding. Nous, chez JVWeb, on a, comme Sylvain l'a répété plus en amont, un ADN de performance d'acquisition. Donc, on aime bien transformer ces gros messages ces messages en KPI et en objectifs chiffrés. Donc, on a une prise de brief qui est très importante, où on va chercher à comprendre ce qu'entend l'annonceur par développer ma notoriété. Donc, ça peut être augmenter le reach sur des nouvelles cibles identifiées, augmenter la mémorisation de la campagne, ça peut rester top of mind. Donc là, on va aller segmenter, on va aller chercher plus de détails sur les besoins de ses clients. Et ensuite, en fonction de l'objectif qu'on a défini ensemble, on va mettre en place des KPI liés à ces objectifs. Donc, ça peut être du CPM, du CPV, du taux de vue. Donc, on va aller chercher à comprendre quel KPI on va pouvoir pousser en avant et quel objectif on va se fixer. Sachant qu'en fonction de l'objectif final, on ne va pas aller chercher les mêmes objectifs JVWeb et évidemment pas les mêmes KPI. Ce qui nous arrive souvent, une erreur courante qu'on a lors des premiers briefs, c'est des annonceurs qui ont plusieurs objectifs et qui aimeraient cibler avec le même message, la même campagne, plusieurs personnes différentes. C'est là où on va essayer de comprendre c'est quoi l'objectif. Si on a un annonceur qui nous dit dans la même campagne, je veux cibler mes futurs clients, mes salariés actuels
et également je veux donner envie aux salariés de mes concurrents de venir chez moi. C'est un cas qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ben, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir faire dans une campagne parce que les personas sont vraiment trop différents. Donc, c'est pour ça qu'on va, une fois qu'on a défini l'objectif, se pencher sur les personas. Et ça donne une bonne transition pour la partie d'après, je pense. Oui, pardon. Merci. Sur la partie persona. En fait, les personas, c'est le deuxième élément qui va être vraiment essentiel pour la suite de la planification de la campagne. Généralement, ce qu'on voit, je dirais dans le meilleur des cas, c'est des fiches persona en fait de ce type-là, qui sont déjà un bon moyen de bien comprendre en fait là où les cibles que vous voulez toucher à travers les campagnes de branding. Sauf qu'en fait, généralement, elles sont en tout cas à notre niveau pour mettre en place un dispositif efficace, plutôt en fait incomplètes. Il y a 3 raisons en fait à ça. C'est que généralement, elles sont créées, pas forcément réutilisées. On va les chercher au marketing et elles sont pas toujours à jour. Et elles sont pas forcément en fait axées sur le parcours de vos acheteurs, quels sont les problèmes, quels sont leurs besoins. Et ça va être déterminant derrière, ou des données assez précises pour à la fois définir les bons ciblages et aussi bien travailler les axes de communication, les créas, le copywriting. Ce qu'on fait nous chez JV Web, sur cette partie-là, qu'on fait aussi en fait finalement sur la partie acquisition, en tout cas de plus en plus, c'est d'aller plus loin en fait sur les éléments qu'on creuse. On vous a mis ici les 10 éléments qui sont importants, de bien comprendre quels sont les points de douleur, les besoins, les frustrations que rencontre en fait votre cible et à laquelle on va en fait essayer de répondre et essayer de les attirer justement à travers ces campagnes de branding. Et l'objectif en fait derrière, c'est en fait d'être capable de traduire ces personas en actions concrètes dans le dispositif. Donc, quelles sont les bonnes audiences qu'il va falloir en fait activer et quels sont les créas, les copywriting qu'on va pouvoir en fait utiliser, A/B tester, puisqu'on va le voir aussi dans la partie créa. L'idée, c'est de pouvoir aussi diversifier. Et ensuite, ce qu'on fait pour aller plus loin, il y a une version en fait humaine qui va traduire ça. On utilise aussi beaucoup l'IA pour avoir une représentation plus exhaustive des personas et surtout qui va être orientée par rapport à ce qu'on peut avoir sur les plateformes, que ce soit Google, Meta, Spotify, TikTok, en termes d'éléments d'audience qui vont être disponibles. Et c'est vraiment les 2 axes sur lesquels nous, on va travailler, et c'est un point essentiel. En termes d'audience, c'est bien identifier les différents critères caractéristiques de vos personas pour faire la bonne sélection des audiences et trouver en fait le juste équilibre entre être trop large et donc perdre en fait en efficacité, en qualité, ou être trop précis et risquer d'avoir une diffusion qui est limitée ou avoir en fait des coûts, des CPM qui sont très élevés, parce que plus on cible de manière précise, plus ça va coûter cher. Donc c'est trouver cet équilibre. Puis bien sûr, pas se tromper sur les segments et être efficace. Et après, de proposer les bons storytelling, les bons formats, les bonnes créas, le bon wording, voire même de tester différentes choses en termes d'assets créatifs pour être sûr d'avoir le plus d'impact et d'être le plus efficace. Donc ça, c'est vraiment une des clés en fait qui permet de, entre guillemets, facilement dérouler le dispositif en fait derrière. Et pas s'arrêter à je cible une femme qui est entre tel âge et tel âge avec tel centre d'intérêt. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin pour avoir un dispositif qui est beaucoup plus affini et beaucoup plus clair et qui permet en fait la personne qui va opérer en fait le setup et la gestion technique de vos comptes de traduire en persona en éléments en fait de réponse disponibles sur les différentes plateformes publicitaires, que ce soit en ciblage ou en créa. Alors, je sais pas moi, mais je t'entends pas, Thibaut. Ah, excusez-moi, j'avais malencontreusement éteint mon micro. Donc, histoire de ne pas te déranger pendant que tu parlais. Donc, du coup, je reprends la suite sur la suite de ces 4 phases dont on vient de parler. Donc, une fois qu'on a défini l'objectif, on a également défini quels vont être les personas sur lesquels on va cibler, à qui on va parler. L'étape d'après, ça va être de peaufiner le dispositif et ça va se faire en plusieurs phases différentes, en exactement 4 phases. Donc, la première phase, le premier choix, la première chose sur laquelle on va se pencher,
c'est la sélection des canaux. On va définir les leviers sur lesquels on va diffuser notre message, quelle plateforme, pourquoi utiliser celle-ci et pas une autre, et le faire en fonction d'un budget. On va dire, voilà, ce canal, il va être plutôt destiné à répondre à cette cible, donner ce message avec ce format. La deuxième étape va donc être de choisir le format. Donc, est-ce qu'on va cibler plutôt des gens via des vidéos, des images, du son, et quel va être le message qu'on va leur donner. Donc, c'est la deuxième chose qu'on va chercher à définir. Ensuite, on va chercher à savoir qui on cible. Parce qu'on a dit, c'est des personas. On a mis en place des personas, on se dit, ah, c'est ce type de personnes-là qu'on va cibler. On va essayer de transformer ces personas en audience. Donc, ça va être soit des audiences en fonction de leur contexte, soit des audiences en fonction de qui ils sont. Donc, on va se pencher là-dessus de comment on transforme ce persona en personne réelle et qu'on va cibler. Et pour finir, c'est la construction d'un plan média, ce qu'on appelle la stratégie, c'est orchestrer tout ça. Dire, voilà, on a choisi ce canal-là, avec ce format-là, on va mettre ce budget-là, on va cibler cette personne à cet endroit-là. Ça. Donc, ça va être de construire un plan média pour diffuser, pour dire, voilà, c'est ça qu'on va mettre en place pour la campagne de branding, pour répondre à cet objectif-là. Du coup, pour la partie canal, historiquement, il y a des canaux qui sont offline, qui étaient utilisés normalement quand on a fait une école de communication. Les plupart qui ont été présentés, moi je me souviens en cours, on avait présenté la publicité à la télé, à la radio, à l'affichage, dans les magazines, dans les journaux. Ces leviers offline, leur particularité et un peu leur frein, ce sont des leviers qu'on va appeler de contexte. Quand on cible quelqu'un sur une publicité de télé, on va cibler un programme télé. Bon, après, il y a toujours la partie médiamétrie, on sait que telle émission est premier sur cette case-là ou quelque chose comme ça, mais ça va être surtout quelque chose du contexte. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui a marché pendant des années. On a des remontées d'informations qui sont plus ou moins fiables avec médiamétrie, mais c'est des leviers qui perdent peu à peu de l'audience et de leur puissance. C'est pour ça que nous, on a mis en place justement nos stratégies pour cibler des leviers online qui, en plus de gagner des parts de marché depuis une vingtaine d'années, ont la particularité de pouvoir cibler des audiences, plutôt des personnes que des contextes. On va le voir plus tard dans la partie ciblage. On peut aussi le faire par le contexte en plus de l'audience. C'est ce qui est un des principaux avantages à utiliser ces leviers online. Mais la principale différence, ça va être vraiment la cible de l'audience. Et du coup, on a mis en place plutôt ce tableau pour faire matcher des anciens leviers, des leviers offline et des leviers online. Typiquement, pour la publicité de télé, on va pouvoir trouver un équivalent, toujours les réseaux sociaux, Meta, TikTok, les plateformes de VOD qui s'ouvrent de plus en plus à la publicité. Je pense que la majorité d'entre vous sont bien au courant de ça. Netflix, Disney et Amazon Prime, en plus de leur offre classique d'abonnement avec un paiement mensuel, ont mis en place des publicités. Donc, vraiment, ça va être le format qui va se rapprocher le plus de la publicité de télé. Évidemment, Twitch et YouTube. Pour la radio, on sera sur des leviers qui sont du Spotify, du Deezer, du YouTube audio. On pourrait vouloir cibler les utilisateurs d'iPhone avec Apple Music, mais malheureusement, ce levier-là n'est pas disponible parce que Apple a fait de son business model de nous diffuser sans publicité et de ne pas utiliser ces datas. Donc, on ne pourra pas cibler les utilisateurs, malheureusement, d'iPhone qui utilisent Apple Audio. Et l'affichage pourra être remplacé par du display, de la programmatique, ou plus récemment, Uber Advertising qui s'est mis à créer sa solution publicitaire qui va représenter de l'affichage, un peu comme ce qu'a pu être Waze Ads quand il existait. Et pour remplacer les magazines, les journaux, il y a toujours le display, les articles sponsorisés, le native ad. Ce qu'il faut donc se noter, c'est que ces leviers online permettent un ciblage à la fois de contexte et à la fois d'audience, mais qui ne viennent pas remplacer les leviers offline pour la plupart du temps. Ça va être des leviers qui vont être complémentaires à ces leviers offline.
Du coup, oui, tu allais parler. Non, vas-y, je poserai ma question après cette slide-là, je pense. Ok, pas de problème. Du coup, on a mis là sur cette slide, on a décidé de vous présenter les 3 plateformes qui sont les plus utilisées. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, mais donc c'est pour ça qu'on a mis les infos importantes de chacune des plateformes. Par exemple, la pertinence et la puissance de YouTube en France, c'est qu'il y a 43 millions d'utilisateurs qui sont inscrits et qui viennent sur la plateforme tous les mois, ce qui représente plus de 94% de l'audience des Français qui ont entre 18 et 45 ans. Il y a aussi l'audience des moins de 18 ans, mais vu que publicitairement c'est difficile de les cibler, on met en avant ces audiences-là de 18-25 ans, et ce qui représente une grande majorité. Tout le monde est plus ou moins sur YouTube une fois par mois, va voir une vidéo. Même chose sur les plateformes de méta. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, qui appartiennent au même groupe, représentent un grand pôle de la population. Près de 4 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois sur ces plateformes, dont 3 milliards qui se connectent au moins une fois par jour à une de ces plateformes. Typiquement, la force de Meta va être qu'il va avoir des audiences différentes sur les différentes plateformes. Sur Instagram, on va avoir une population qui sera peut-être plus jeune, notamment aussi avec la mise en place des shorts, par rapport à un Facebook où l'audience est un peu vieillissante. La plateforme va bientôt fêter ses 20 ans. Donc merci Thibaut, je le prends pour moi. Je vois régulièrement tes photos de vacances sur Facebook. Voilà, donc du coup, cette plateforme-là représente une grande partie de la population. Et TikTok, dont tout le monde a déjà entendu parler, qui est le grand entrant ces 5 dernières années, qui représente 20 millions d'utilisateurs en France. Ces utilisateurs qui sont une population qui sera assez jeune, mais malgré ce qu'on peut penser, c'est pas que des gens de moins de 18 ans. Il y a quand même beaucoup de trentenaires, de quadragénaires qui sont sur la plateforme. Et ces utilisateurs sont très actifs. En moyenne, un utilisateur passe à peu près 80 minutes par jour sur TikTok. Donc ça, c'est la force de ces 3 plateformes. C'est celle qu'on a mis en avant ici. Il y en a d'autres qui existent, celles que j'ai présentées. Mais en général, quels que soient les budgets des annonceurs, ils vont diffuser leur campagne de notoriété sur une de ces plateformes-là. Après, en fonction des objectifs, de la cible, du message apporté, on va pouvoir segmenter, aller sur du Pinterest, aller sur du Spotify. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut lancer des campagnes branding, le BABA, c'est d'être sur une de ces 3 plateformes au moins. Parfait. Ouais, du coup, la question que je voulais aussi poser, peut-être pour aider l'audience, c'est que bon, hyper clair sur le côté, tu fais déjà du branding à la télé, tu as le pendant digital où tu peux aller plus loin parce que tu mesures qu'il y a différentes plateformes et puis de toute façon, c'est là où il faut aller. Comment on fait la sélection avant de rentrer dans les formats des plateformes dans le plan média? C'est quoi un peu les critères, les questions qu'on se pose? Ça va être vraiment en fonction de l'objectif et du persona. On va se dire, on va chercher à comprendre où se trouve notre persona, en fonction de l'audience, le contexte, pour pouvoir choisir une plateforme. Typiquement, si on cherche à cibler, on a eu des clients qui ont fait des campagnes de notoriété dans les SaaS. On a fait des campagnes sur LinkedIn parce que la cible, le persona qu'on cherchait à cibler était sur LinkedIn. Pareil, on a fait des campagnes sur Microsoft Ads qui a ses audiences LinkedIn qui sont pluguées sur sa plateforme Link Ads. Donc, ça va être ce genre de choix qui vont être mis en place. Pareil, sur TikTok, on va pouvoir diffuser sur une audience qui est plus jeune. Donc, si on a un objectif qui est de toucher ces personnes-là, on va aller sur TikTok. Après, comment on va faire le mix entre les plateformes, ça, je pense que c'était un peu le but de la question. Ça va être en fonction justement du budget, de la cible, et on va faire une ventilation. Nous, on a en interne des KPI en disant en fonction du nombre de personnes qu'on veut toucher, on va mettre plus X% sur YouTube, plus X% sur Meta. Donc en général, ça va être plutôt en faveur de YouTube parce que ça représente quand même une grande partie de la population. Mais on aura peut-être une ventilation sur Meta plus forte ou TikTok en fonction des objectifs et des cibles. Très clair. N'hésitez pas s'il y a des questions aussi au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a choisi la plateforme dont on vient de parler, il y en a un certain nombre, qu'on va le faire matcher avec la partie objectif, la première chose qu'on a fait dans la section de nos campagnes.
on va essayer de voir quel va être le format à utiliser pour cibler cette personne. Donc là, on a mis quelques exemples. Par exemple, si on veut toucher un utilisateur, un maximum d'utilisateurs, on va faire du reach. On va choisir, par exemple, du méta, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de cibler du méta, ou du YouTube. Et pour cibler ces personnes et avoir un maximum de reach, les visuels qu'on va utiliser, ça va être des formats YouTube, ce qu'on appelle du skippable in-stream, du bumper, du feed, des publicités sur les shorts. Et sur Meta, ça va plutôt être des vidéos longues, du carrousel. Donc, ça, c'est un exemple pour si on veut faire du reach, du CPM. Si pour le coup, on veut faire de la vue complétée, on va aller chercher du stream, du feed aussi également. Et en fonction de nos objectifs, on ne va pas tous les faire. Là, le but de la slide, ça va être d'illustrer, c'est qu'on va choisir des formats en fonction de l'objectif qu'on a donné. Un peu, plus tu vas aller chercher, tu vas aller définir ça dans la partie créa plus après dans le webinaire. Donc, je te laisserai développer cette partie-là. Oh, pardon. Hop là. Voilà. Là, par exemple, ce qu'on a dit, c'est que j'ai cité le YouTube Short, Mainstream et le Feed. On a quelques exemples de à quoi ça peut ressembler sur YouTube, ces différents formats. Donc là, par exemple, en choisissant ces formats-là, on a eu un reach supplémentaire sur nos clients de 54%. Et tout ça en minimisant le coût. Donc, ça a été tout bénef quand on a lancé cette campagne. Donc, on allait chercher du reach supplémentaire à un coût moindre. On en a parlé, on a choisi les objectifs, on a choisi le format, on a choisi la plateforme, pardon, excusez-moi. Et après, on va essayer de faire matcher le persona en audience. Je vous disais sur la partie offline que la plupart des audiences étaient ciblées en contexte sur ces leviers-là et que la force des leviers digitaux, c'était de pouvoir cibler à la fois des audiences et des contextes. Donc nous, en fonction du persona qui a été créé, qui est mis en place, on va pouvoir le faire matcher avec des audiences sur les plateformes. Typiquement, si on a un client qui fait de la cosmétique, on va pouvoir aller choisir en fonction de ses intérêts, ses habitudes. Si c'est une personne qui va régulièrement dans des magasins acheter des cosmétiques, en fonction de ses intentions d'achat, donc en fonction de qui elle est, de ses habitudes d'achat, on va pouvoir mettre en place des stratégies et choisir des audiences personnalisées pour chaque persona. Et ensuite, encore mieux si on connaît nos cibles, si on a déjà des clients et des audiences, on va pouvoir utiliser des audiences qu'on appelle similaires ou lookalike. Ça n'existe plus vraiment sur Google, à part sur le site de campagne à Demand Gen, mais ça existe toujours sur Meta. Donc, en fournissant une liste de clients, on va pouvoir avoir un pool de clients, de prospects potentiels qui ont le même profil. Donc, ça va être aussi très, très intéressant de mettre ça en place pour pouvoir cibler nos campagnes avec des lookalikes sur la plateforme Meta, par exemple, par rapport à du YouTube. Ça, c'est pour la partie de qui sont. C'est les audiences qu'on cible. On va cibler directement les personnes en fonction de ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Mais la puissance aussi des plateformes digitales, ça va être le ciblage en fonction d'un contexte. Donc, comme sur la télé, sur YouTube, on peut cibler via des line-up. Le principe de la line-up, c'est YouTube qui a créé des regroupements de chaînes d'une thématique. Donc là, typiquement, j'avais fait une proposition pour un grand magasin de bricolage. On a pu leur proposer une line-up de personnes qui ont un jardin et qui souhaitent bricoler. Donc ça, vraiment, c'était une cible parfaite pour notre prospect potentiel, notre client potentiel, parce que ça rentrait clairement dans sa cible. C'est les gens qui ont acheté une maison, qui suivent des chaînes de bricolage. Donc, on va pouvoir les cibler. Ensuite, on peut également cibler les programmes et les moments. Ça, par exemple, c'est sur YouTube ou sur Uber Advertising ou ces deux plateformes. On peut cibler un moment, une activité. On va voir le détail, je crois, dans la slide suivante, la possibilité de cibler des événements sportifs. Mais aussi, par exemple, pour Uber Advertising, on peut cibler des salons. On a un client dans l'automobile, ce qu'on lui a proposé comme moment, c'est de cibler les gens qui se rendent en Uber à
au mondial de l'automobile. Donc, typiquement, ça va être des choses qui vont être très, très importantes, très intéressantes, parce que comme de l'affichage, quelqu'un qui se rendrait à un endroit et qui verrait un affichage, une publicité, là, on va pouvoir les cibler directement en fonction de ces activités, de ces endroits-là ou de compétitions en particulier. Et le dernier point, c'est la partie custom solution. En gros, en fonction des audiences qu'on veut mettre en place, soit elles sont préexistantes par Google, soit on peut faire en sorte de créer quelque chose de custom en choisissant nous-mêmes les emplacements, les chaînes sur lesquelles on va diffuser et avoir quelque chose de custom. Ça dépend en fonction des objectifs et du budget. Ce n'est pas éligible à tout le monde, mais c'est quelque chose de très qualitatif pour pouvoir diffuser. Je prends la suite. Là, c'est un exemple un peu concret, applicatif, pour appuyer en données aussi, qu'on peut avoir sur comment choisir une plateforme et un format selon des personas assez spécifiques. Là, on parle d'un client qui est un groupement d'écoles et qui a donc une brique sur de l'école alors c'est pas d'ingénieur, même c'est de développement en fait informatique. Et l'objectif pour eux, c'était gagner en fait en notoriété, top of mind auprès des étudiants qui pourraient en fait être intéressés par le parcours et en fait intégrer cette école-là, et aussi notre cible qui était de toucher les parents avec plutôt l'intention en fait de les rassurer en fait sur la qualité de l'école, les diplômes en fait, etc. Et donc là, dans notre proposition, dans notre approche, on a travaillé 2 axes. L'idée d'aller en fait tester, puisqu'il avait encore pas fait par le passé, la partie TikTok, parce qu'il y avait beaucoup en fait de contenu organique aussi qu'on pouvait réutiliser, qui était assez pertinent, avec 2 cibles, forcément une énorme cible sur la partie étudiant, puisque TikTok est majoritairement jeune, avec des formats courts type UGC, témoignages, et de l'autre côté aussi une stratégie, un axe complètement différent où oui, quand on a 35, 44 ans, il y a aussi des gens sur TikTok qui sont du coup des parents qui sont plutôt bien connectés et qui du coup aussi correspondent bien en termes de cible et de persona du côté du client. Et là, avec des formats qui sont différents mais qui sont quand même axés forcément, c'est le principe de la plateforme, sur des témoignages entre parents, élèves, etc. Pour les rassurer, puisque c'est des décisions qui se prennent à 2 en fait généralement. Et autre exemple aussi plus spécifique. Pour ce dispositif-là, il était aussi évidemment très pertinent d'aller se positionner sur Twitch, puisqu'il y a un bassin d'audience qui est à la fois très jeune, avec une culture sans trop d'intérêt, orientée justement stream, gaming, et ça correspondait parfaitement en fait au cœur de cible des étudiants en fait présents dans cette école. Donc un bon moyen justement d'aller développer la notoriété en fait de l'école via cette plateforme. Donc voilà, c'est un arbitrage entre on est présent sur les 3 mastodontes, on arbitre en fait les budgets selon différents critères, mais c'est vraiment là où on va majoritairement, et d'autres plateformes ou même en programmatique plus spécifique quand on a vraiment des besoins hyper précis, un cœur de cible ou des choses assez précises sur lesquelles on va justement se positionner. Tu as des questions au fil de l'eau, je ne sais pas si tu as vu celui-là. On finit la partie juste avant la créa et comme ça on répond aux questions si ça te... Parfait, ça me va très, très bien. Justement, il y a une question sur la créa, donc tu pourras introduire là-dessus. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ces 3 premiers points qui sont quand même assez... qui demandent du temps et qui demandent de l'énergie, l'étape d'après, ça va être de créer la stratégie de la campagne, donc en lançant la campagne. Et cette campagne, on va la lancer en s'orientant sur 3 phases. La première, ça va être de tester. On va lancer un premier pool où on va mettre en place nos tests. Donc, dès le départ, dès qu'on va choisir de diffuser sur un levier et une campagne, on va choisir dès le départ des tests. Pas forcément plusieurs. En général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire un test à la fois. Donc, ça va être soit un test d'audience, soit un test sur les emplacements, soit un test de créa. Donc, on va déjà pouvoir lancer avec ces 2 tests en cours et en choisir un. Une fois qu'on a fait ce test, qu'on a vu en fonction de la partie mesure qu'on va voir ensuite, ce qui fonctionne le mieux, on va pouvoir aller se concentrer et donc attribuer le budget sur ce qui fonctionne le mieux. Soit ça va être l'audience, soit la créa, soit ça va être une plateforme.
Donc, on va aller chercher à diffuser plus, se concentrer sur ce qui fonctionne. Et pour finir, on va réaffirmer notre message, on va retoucher. Donc, une fois qu'on a touché les gens, on va aller essayer de faire ancrer le message, aller jusqu'à notre objectif final qui va être soit un objectif déterminé en conversion, soit ça va être un objectif de prise en compte d'un message, toucher les gens. Donc, on va aller recibler les personnes. Sur cette partie-là, on a mis un exemple de média planning de ce qu'on a déjà proposé, ce qu'on peut proposer, sachant que, comme je l'ai dit juste avant, en fonction des objectifs, des choix des plateformes, ça va être quelque chose qui aura tendance à bouger. Donc là, par exemple, on avait fait un choix pour maximiser sur une campagne du reach et sur une autre de la considération, de choisir 4 leviers, du Meta, du YouTube, du TikTok, du Spotify. Et on a choisi d'accompagner les temps forts de notre client avec des campagnes particulières. Et donc, on a choisi ces formats en fonction. Donc c'est à ça que ça représente, ce à quoi ressemble un média planning qu'on fait, sachant qu'on envoie tout un doc avec les phases, les messages, les tests. Donc, c'est un document de travail récapitulatif et de synthèse dans lequel on va insister, mettre en avant tout ce qu'on va tester, tout ce qu'on va mettre en place et chercher à savoir quels vont être les résultats, si on va dire si la campagne est réussie ou pas. Ah. T'as pas le micro, Sébastien. Tu veux parler? Décidément, entre nous deux, là, les micros, ça va pas. Hein. Je disais, c'est bien évident qu'on parle. Enfin, on a montré ici un exemple de version macro, parce que sinon, c'est énorme. Mais après, il y a tout le détail du dispositif, les formats utilisés, comment on a une suite logique en termes de répétition, en termes de créa, etc. Et on a un niveau 2 beaucoup plus détaillé d'orchestration, en fait, du plan média. Je vais prendre les questions. Donc, il y avait Alexis qui a une question. Vous avez créé les formats ou c'est l'annonceur? Je parle des créas. Alors, je ne sais pas sur quel point on était, mais je vais répondre de manière plus généraliste. Puis après, de toute façon, on va rentrer dans la partie créa. En fait, il y a deux façons de faire. Nous, notre objectif, c'est de vous aider, enfin, de travailler ensemble les plateformes, les formats qu'on veut utiliser, qui vont nous permettre du coup d'avoir un peu tous les assets créatifs qu'il va falloir produire. On fait toute la partie en fait recommandation, pas seulement technique, mais aussi storytelling, variante, déclinaison qu'il va falloir proposer. Et c'est ensuite produit en fait directement par l'annonceur en interne via son agence spécialisée. Et nous, on fait vraiment la passerelle. Ou après, on a aussi notre studio en fait qui peut tout simplement réaliser la production de vidéos, d'images, du GC, etc. quoi. Sur l'école d'ingénieurs, par exemple, alors ça dépend dans ce cas-là, on peut reprendre des contenus organiques et on peut les retravailler ou on peut partir from scratch en fait de zéro aussi pour les créer. Sur l'exemple, je sais pas, mais de manière générale, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne quoi. Maxime, pour répondre à ta question, on n'a pas spécialement de ticket d'entrée donné par là, c'est notamment pour cette partie custom, c'est sur la partie YouTube. On n'a pas forcément de ticket d'entrée parce que ça va dépendre de ce que tu dépenses déjà en amont. En général, Google est quand même plus sympa si tu as déjà des campagnes lancées et tout ça. Donc, c'est vraiment en fonction de ton historique et de ce que tu souhaites dépenser. Donc, on n'a pas de base là, on ne peut pas te donner un ticket d'entrée pour ces ciblages-là. Donc, c'est au cas par cas. Donc, il faut discuter avec Google directement pour savoir si le compte va être éligible ou pas à ce ciblage. C'est pour ça que je disais que tous les annonceurs n'étaient pas éligibles. Ça, c'était pour ta question, Maxime. Pour la question d'Elodie, est-ce que si on a un objectif de reach et qu'on optimise sur le coût, ça peut être contre-productif? Oui, forcément, parce que on peut chercher du reach en fonction du coût,
mais ça peut être à n'importe quel. Il ne faut pas que ça soit à n'importe quel prix non plus. On a une slide dessus sur laquelle on va parler. En fait, diffuser en cherchant le coût le plus bas possible, ça peut être aussi diffusé sur quelque chose qui n'est pas qualitatif. Typiquement, on va parler des chaînes musicales ou des applis de jeux sur du display. Le fait de payer pas cher, on va se retrouver à diffuser sur ces emplacements qui sont non quali. Donc, on aura un maximum de reach, un prix faible, mais ce n'est pas du reach qui sera qualifié. Et nous, dans notre ADN JVM, c'est vraiment cette partie-là de performance un peu. Donc, on va essayer de cibler le plus possible, mais pas n'importe où et pas n'importe qui, pas n'importe comment. C'est exactement ce que je voulais dire aussi, c'est que du reach à tout prix, c'est comme du trafic à tout prix. L'objectif, c'est qu'il soit qualifié. C'est les mêmes codes que quand on fait de la performance. Et donc, oui, on pourrait se dire, on va où les CPM sont les plus bas, on fait des audiences larges pour avoir des CPM A et on a un énorme reach. Mais en fait, derrière, quand on va mesurer l'impact, on voit qu'en mémorisation de marque, on trafic indirect marque, ça va rien apporter parce qu'en fait, on a été chercher du reach pour du reach. Et comme tu dis, c'est pas du tout ce que nous on veut. Ce qu'on veut faire, on peut faire payer les CPM plus cher, avoir des chiffres qui sont moins gros, mais en fait, dans la réalité, quand on a bien travaillé la répétition, qu'on a touché les bonnes personnes, à moyen long terme, les impacts ils vont être beaucoup plus intéressants plutôt que juste taper large et avec un budget défini. Et pour finir, la question d'Eric qui demande si on a de l'expérience en B2B sur TikTok. C'est quand même pas la majorité de nos clients, le B2B qu'on a sur TikTok, mais on a déjà fait des campagnes, notamment pour des campagnes de recrutement. Le client dont j'ai parlé quelque peu en amont voulait cibler à la fois ses salariés, les salariés des concurrents et des prospects potentiels. En fait, on a déjà eu à diffuser justement sur des campagnes de recrutement pour des salariés, pour nos clients. Donc, c'est quelque chose qui se fait. On a déjà fait du TikTok là-dessus. On a eu des résultats qui, en fonction de la cible, en fait, qui va être plus ou moins réussi. Mais c'est sûr que ça va être plus compliqué de cibler des audiences B2B très qualifiées sur TikTok. On va pas pouvoir cibler des ingénieurs si on veut chercher sur un type d'audience ou pour un SaaS, ça va être plus compliqué. Je continue puisque on est là déjà depuis 45 minutes et qu'il nous reste encore quelques parties. Focus sur la partie créa. Alors la créa, comme il est 11h47 et que moi je peux vous prendre jusqu'à 13h, 14h, mais il va falloir que vous mangiez qu'à un moment donné. On a fait un focus assez précis, vraiment des trucs tendances et ce qui fonctionne le mieux, et pas forcément tout un cours complet sur comment faire des bonnes créas, etc., qui sont des sujets en plus qu'on a déjà abordés. Quelques chiffres rapidement. Ça, vous le savez, la créa, elle est primordiale. De toute façon, que ce soit même en acquisition ou en branding, c'est les mêmes codes, puisque 60% en fait des conversions, c'est grâce à la créa. On voit aussi qu'il y a des fortes augmentations en fait d'efficacité publicitaire, de mémorisation à partir du moment où on est fort sur la créa, on est capable de se différencier. Donc c'est le message aussi, c'est qu'il faut faire des bonnes créas, mais il faut aussi savoir en fait diversifier le contenu qu'on va proposer, puisque encore plus chez les jeunes, la fatigue publicitaire, elle est encore plus importante. Je rappelle, le temps d'attention, il est plus bas qu'un poisson rouge. Il a été mesuré à 8 secondes, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, la source des chiffres, Maxime, c'est Meta, ici. Et du coup, l'idée, c'est de faire quelque chose de synthétique en vous donnant les 4 piliers aujourd'hui créatifs qui sont indispensables pour performer. Il y a la notion des temps forts. C'est vrai que quand on couple des campagnes de branding et qu'en même temps on va se synchroniser sur des temps forts, ça permet en fait d'être plus efficace sur des KPIs de notoriété comme la mémorisation de marque et aussi de conversion en fait derrière. Donc le coupler du branding sur une forte saisonnalité ou coupler du branding avec un message qui est lié à des temps forts comme là en ce moment les JO qui peuvent arriver, l'Euro, etc. Ça permet de maximiser en fait les performances. Donc, le choix des périodes de vague aussi est quand même assez importante. La répétition, c'est un élément aussi qui est clé, qui est souvent sous-estimé et qui est souvent mal fait. Soit, en fait, on veut, je sais plus, c'était Elodie qui posait la question, faire du reach. Donc, on veut toucher le plus de monde possible. Mais en fait, ils vont voir une seule fois l'ADS dans toute la vague. Autant vous dire que la mémorisation, elle n'existe pas. On a besoin de répétition pour que ça rentre, en fait, dans notre cerveau. Premier point, ça, on l'oublie assez souvent. Donc, il vaut mieux
peut-être toucher 20, 30, 40% de personnes en moins, mais augmenter la répétition pour qu'on ait vraiment une efficacité publicitaire qui soit forte. Et aussi la répétition, quand on l'a fait, il faut diversifier en fait le contenu et les messages qu'on propose, parce que se farcir toujours la même pub plusieurs fois sur YouTube, je pense que vous êtes tous accordés pour dire que c'est pas le plus efficace, alors que si on diversifie les formats et les plateformes, c'est hyper bon. Paul, pour la mémorisation, on va en parler après dans la partie mesure. L'authenticité, même si on parle beaucoup d'IA, placer l'humain et en fait ce côté proximité au cœur de vos assets créatifs, c'est ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, tout ce qui est UGC, branding content, etc. Et encore une fois, l'A/B test, c'est d'arriver avec une stratégie créative où on n'a pas forcément d'énormes certitudes et on favorise en fait les déclinaisons, les variantes qu'on va pouvoir tester en fait tout au long de la campagne, tout au long des différentes vagues ou phases qu'on va proposer, parce que comme partout, on n'a pas la science infuse. La créa, c'est très subjectif aussi en termes de feeling, de fonctionnement, même en travaillant très bien les personas et les objectifs, donc c'est un élément qui est important. Et de notre côté, je vais pas tout détailler, mais c'est vrai que le rôle après d'une agence et le rôle que vous pouvez avoir aussi pour la réussite de la partie créa, c'est de bien bosser en fait les storytelling. C'est pour ça que les personas là sont hyper importants pour bien identifier comment on va attirer en fait la personne, l'internaute qui va voir la publicité et travailler justement ces effets de notoriété, de mémorisation. Est-ce qu'on veut mettre en avant une solution? Est-ce qu'on veut mettre en avant le problème? Ça, c'est aussi tout le travail de persona, et on peut faire les deux, encore une fois, A/B tester, qui va permettre de le déterminer. Et là, c'est important de rythmer, de timer, en fait, là, ici, c'est un exemple vidéo, pour que ça soit, en fait, le plus efficace possible. Il y a des codes forcément à respecter. Et ce que je disais, c'est l'A/B test, qui est vraiment quelque chose qui est sous-coté, sous-exploité beaucoup sur les sujets branding, où on va avoir souvent des gens qui font des déclinaisons simples de campagne télé, qui font une super vidéo de branding, mais en fait, on n'en a qu'une seule. Donc, en termes d'efficacité, c'est du one-shot. C'est soit ça marche très bien, soit ça marche moyennement et il n'y a pas d'alternative. Et notre conseil, c'est investissez différemment, mettez peut-être plus de budget sur la partie créative pour pouvoir proposer systématiquement différentes variantes. C'est ce qu'on voit ici, parce que ça va rentrer dans le pendant de la campagne et le côté justement de quelle manière on optimise, on analyse les performances des créas et on booste et on fait grandir les performances parce qu'on pousse ce qui fonctionne et qu'encore une fois, c'est dur de savoir à l'avance ce qui va vraiment fonctionner. Et là, voilà, c'est un exemple. On conserve en fait les déclinaisons qui vont performer. Ça fait des super apprentissages aussi en termes de créa pour les prochaines vagues, de savoir quels sont les arguments, les wordings qui fonctionnent en fait le plus, et de pouvoir en fait itérer sur les prochaines campagnes. Donc cette notion d'apprentissage favorise en fait la performance en fait de vos campagnes. Une des bonnes pratiques aussi, qui est aussi sous-cotée, qu'on utilise pas mal chez nous, c'est le fait de pouvoir réutiliser vos contenus organiques, notamment en fait sur TikTok, où il y a des marques qui sont très très actives. Sur des stratégies de branding, on a parfois tendance à repartir de zéro, refaire des créas, etc. Et nous, notre point, c'est de dire, si vous avez des contenus organiques qui sont en adéquation avec le dispositif branding qu'on veut mettre en place et qui sont efficaces, c'est un moyen assez simple justement et peu coûteux d'aller favoriser de l'A/B test, de pouvoir travailler facilement la répétition et donc la mémorisation, parce que on produit à chaque fois des contenus qui sont différents et qu'on va être capable de passer d'organique à du sponsorisé, de les réutiliser. Ça, on l'a même nous automatisé sur la partie méta principalement, où en fait on va amplifier de manière automatique les posts organiques de certains de nos clients qui fonctionnent en fait très bien, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un effet réplicable sur de l'ADS tout simplement. On passe au pendant. Je prends juste les quelques questions et après on va se faire une version synthétique, Thibaut, de la fin. Alors mémorisation, on va en parler après en termes de KPIs, etc. Donc ça répondra peut-être à ta question, Paul. Et Arnaud, la répétition max, honnêtement, il n'y a pas de chiffre qu'on peut donner comme ça. Encore une fois, c'est si tu te dis que tu souhaites en fait afficher 8 fois dans la semaine la même ads,
c'est pas la même chose que de construire vraiment un vrai storytelling où tu vas avoir 4-5 contenus différents et tu peux te permettre d'avoir une répétition qui est tout aussi importante, mais t'as pas du tout la même fatigue publicitaire. Donc, il y a des critères comme ça qui permettent de décider, quoi. Donc, c'est difficile à dire. Du coup, dans tous les cas, Arnaud, on conseille quand même de limiter la diffusion chaque jour pour pas que la cible soit au contraire de l'effet voulu, énervé par le fait d'être trop ciblé. On a déjà eu le cas de clients qui ont été trop ciblés et qui, au final, au lieu d'acheter, vont partir en disant cette marque, je l'aime pas. Donc, il faut quand même cibler en choisissant un taux de répétition par jour plutôt moins important que ce qu'on peut penser. On est court au niveau timing. Du coup, pour la partie, une fois qu'on a lancé, on a une phase d'optimisation qui est assez importante. On pourrait penser, et on a déjà eu des clients qui sont venus nous voir en nous disant que leur agence avait lancé des campagnes et qu'il ne se passait rien et que c'était comme ça que ça se passait la plupart du temps pour des campagnes de notoriété. Nous, on a gardé notre ADN performance et donc, du coup, on a mis en place des stratégies d'optimisation. Donc, on va faire évidemment de l'ajustement de budget, de l'ajustement des stratégies d'enchères sur nos campagnes. On va vérifier si les KPI qu'on a choisis dans la première objectif sont respectés, si on a des bons CPM, si on a des bons CPV, si ceux qu'on a choisis nous permettent de diffuser, parce si on a choisi un CPV trop élevé, où on va se retrouver à avoir un reach limité, ou au contraire, si on a choisi un CPV trop bas, on va se retrouver à avoir moins de diffusion prévue. On va piloter aussi les micro-conversions, parce que même si l'objectif final de nos campagnes, ça va être des objectifs de notoriété, de reach, on va quand même mettre en place des micro-conversions, des visites de certaines pages, de catégories, des mises au panier, parce que même si ce n'est pas l'objectif final, on va pouvoir monitorer cela. Évidemment, on va optimiser tout ce qui est placement, audience. Donc, on va cibler les chaînes, on va voir quelles sont les chaînes sur lesquelles on diffuse, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas. En général, c'est à ce moment-là qu'on va exclure les chaînes de musique ou les chaînes d'enfants ou les chaînes polémiques qui seraient passées à la trappe avant le setup alors qu'on aurait prévu de les exclure. Donc, on va exclure à ce moment-là. À ce moment-là, on va aussi réajuster les budgets en les mettant sur ce qui fonctionne le mieux, que ce soit les placements ou les leviers. Même chose, on va optimiser les audiences et voir si les audiences qu'on a créées se remplissent bien. Parce qu'évidemment, quand on va lancer des campagnes, on va essayer de monitorer les audiences des personnes qui ont vu les vidéos, tout ça. Donc, on va voir si ces audiences se remplissent bien et si elles sont bien prises. Et évidemment, toute la partie créa, on va ajuster en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en gardant que ce qui fonctionne le mieux. Ça peut paraître bateau, mais en fait, c'est souvent ce qui est classique et indispensable, qu'on fait tout le temps en acquisition, n'est pas souvent le cas sur des campagnes de branding où souvent ça tourne jusqu'à la fin de la vague et il y a rarement ce genre d'optimisation technique et fine. C'est aussi pour ça qu'on le met en avant, quoi. Je passe ce slide-là puisque tu en as parlé. Ouais. Assez rapidement. Évidemment, pour le suivi, on va mettre en place des lookers. Donc, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cet outil. C'est un outil de visualisation. Donc, on va mettre en place des lookers par plateforme, par campagne, pour pouvoir monitorer en direct. Et ensuite, on pourra le monitorer à la fin de la campagne pour savoir si cela fonctionne ou pas. Donc, évidemment, on va avoir ce suivi quotidien et le monitoring des KPI et pouvoir faire des reports à nos clients pour leur donner un suivi de la campagne qui a été lancée. On a mis en place chez JWeb un dashboard pour suivre les créas. Donc, on a mis en place, pareil, un looker qui nous permet, en cours de la campagne, et aussi on pourra le faire après la campagne, de monitorer ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça nous permet d'ajuster en direct le message, la créa et le format pour garder que ce qui fonctionne le mieux. Après cette phase de pendant où on a fait de l'A/B test et de l'optimisation, évidemment, il y a une phase d'après. Donc, en général, on peut penser que ça s'arrête là, qu'on a diffusé et que c'est fini.
Alors que non, il y a la phase d'après est quasiment aussi importante que la phase de diffusion. Parce que pareil, on va pouvoir mettre en place du monitoring, de la mesure. Donc, on va pouvoir mesurer avec nos outils dont on vient de parler, le Looker Studio, mais aussi les outils des différentes plateformes. Pour citer les plus utilisés, par exemple le Brandlist ou le Searchlift, qui sont des outils qui permettent d'avoir une mesure des campagnes et qui sont adaptés à peu près à tous les budgets. Pour un Searchlift, à peu près, c'est 5 000 € de dépenses pour pouvoir l'activer. Pour un Brandlift, il faut avoir dépensé 10 000 € sur 10 jours. Donc, c'est des outils qui permettent, qui sont souvent adaptés à la plupart des budgets de branding. Pour le BLS, donc le Brand Lift dont on parle, ça va permettre de poser un certain nombre de questions et en fonction du budget, plus il y aura de budget sur la campagne, plus le nombre de questions sera important. On pourra aller jusqu'à 4 questions si je me souviens. Donc, on va pouvoir avoir des questions sur la reconnaissance de la marque, sur le souvenir de la marque, la considération, la préférence et les interactions envers la marque. Donc, on va pouvoir aller segmenter les questions du plus large au plus segmenté avec un brand lift. Le Searchlift, c'est ce qu'on conseille d'activer sur toute campagne YouTube et c'est ce qui nécessite le budget le plus bas, de 5 000 €. Ça permet de monitorer l'évolution des recherches de certains mots-clés sur le search par les personnes qui ont vu les campagnes. En général, les mots-clés qui vont être renseignés pour un Searchlift vont être les mots-clés qui sont liés à la marque. Comme ça, on va pouvoir voir si la marque est plus recherché. Et dans le même temps, nous, en plus du Searchlift, parce que c'est quand même utile d'avoir des outils fournis par les plateformes, on met en place des outils de mesure et notamment, on regarde sur les plateformes si ce qu'on voit par l'outil de mesure se répercute sur les campagnes directement. Par exemple, là, sur des campagnes search, pour notre client, on voit que suite au lancement de cette campagne notoriété, on a eu un regain, si je me souviens bien les chiffres, on est passé de 200 000 à 300 000 requêtes sur la marque suite à la campagne de notoriété. Cette fois, je parle pas dans le vent, je remets le micro. Alors, je termine et puis après, je prends les questions comme ça. Il est midi, vu qu'on arrive à la fin. Et après, en fait, une fois qu'on a mis en place tout ce dispositif, l'ADN, en fait, aussi, c'est peut-être capable de mesurer, comme on l'a vu, de pouvoir le réexploiter. Et ce qu'on fait chez JVWeb, c'est tout simplement, c'est qu'on a des stratégies en fait full funnel. C'est aussi l'avantage de pouvoir piloter l'acquisition, c'est d'être capable d'exploiter les campagnes de branding, tout le reach qui a été acquis et de pouvoir en fait l'injecter au niveau du funnel et de descendre petit à petit sur des campagnes de considération, des campagnes de conversion avec le reach qui a été acquis via ces campagnes. Donc c'est les audiences qui sont créées, qui viennent en fait nourrir l'ensemble en fait des campagnes d'acquisition et forcément c'est des parallèles qu'on voit très très vite. Je dirais même plus, peut-être par expérience, je sais pas sur Meta, où on va vraiment nourrir la machine, nourrir le bassin avec un bassin d'audience important et descendre en termes de typologie de campagne pour arriver sur de l'acquisition et voir en fait les effets que ça apporte. Et après il y a d'autres moyens de monitorer aussi en termes d'attribution, en termes d'audience pour voir à plus long terme les impacts des campagnes de branding. Donc vraiment l'un va avec l'autre et il faut pas essayer de pas siloter puisqu'on se prive quand même de data en fait qui sont importantes pour optimiser aussi la partie acquisition. Dernier sujet pour ceux que ça intéresse. On va faire une conférence chez Meta à Paris le 28 mai. Où on va parler ASC+, on va parler des bonnes pratiques en fait du moment, vous montrer aussi comment chez JVWeb, grâce en fait à notre pôle R&D innovation, on injecte pas mal d'outils et d'éléments différenciants en fait sur les campagnes Meta et avec l'intervention aussi de personnes chez Meta, notamment sur la partie créa. Voilà, pas mal de sujets en fait du moment. Donc je pense que ceux qui sont inscrits aujourd'hui recevront l'invitation, mais vu que le mois de mai va être un mois avec pas mal de gruyères et des belles journées en fait à profiter
j'espère des beaux jours. On commence à en parler un petit peu à l'avance. Et ben, on espère que le webinaire vous a aidé, va vous aider pour vos prochaines campagnes de branding. Donc, merci à tous et je vous prends les questions et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alors, Elodie, sur la partie boost organique, si on fait du boost en mix placement, parfois les formats ne sont pas adaptés, donc c'est évident. Et du coup, comment on fait en fonction si c'est une story, si c'est une vidéo? Bon, en fait, c'est assez simple, c'est que l'idée, c'est d'avoir après des boosts qui sponsorisés qui se font tout simplement en fonction des emplacements. Pour garantir en fait que les formats qu'on utilise en organique sont pertinents en fait au niveau ads et donc de pouvoir en fait segmenter et siloter cette partie-là. Paul, je pense peut-être qu'on a répondu à tes questions sur la mémorisation avec le fameux brand lift. Ça a en effet un coût. Je sais plus combien c'est 10 000 $ sur 15 jours, c'est ça Sur 10 jours. Sur 10 jours. Ouais, c'est 1000 par jour, quoi. C'est 1000 par jour, en gros. Ça aussi, ça compte dans la répartition, de quelle façon on construit en fait le budget, de pouvoir se dire à un moment donné, c'est intéressant peut-être de concentrer le budget sur une période plus courte pour avoir ce type d'analyse et se dire est-ce que les campagnes sont intéressantes plutôt que de faire ça sur une période plus longue et de se priver de ces analyses. Là où le search est à 5000 sur les 28 derniers jours, donc il est quand même beaucoup plus abordable généralement quand on a des vagues de branding. L'étude Search Lift, est-ce qu'il faut passer par la M Google pour la mettre en place? Je pense que oui. Hein. Tu peux la faire sur la plateforme? Ça dépend des comptes. Il y a des comptes qui sont pré-whitelistés, d'autres où il faut passer par l'AM. Donc ça je pense que de manière globale, il faut plutôt passer par eux. Ouais, en général, nous, vu qu'on lance les campagnes avec nos AM dédiés Google, donc on passe par eux parce qu'on fait quelque chose de propre directement, mais je pense que ça doit être possible, mais pas certain. Ok, après Maxime qui demande aussi comment on fait pour différencier un bon reach d'un mauvais reach. Est-ce que c'est la complétion de la vidéo, etc., qui permet de le déterminer? C'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, c'est en fonction des emplacements. Tu peux le voir directement déjà. Est-ce que quand dans ton emplacement, tu as quelque chose de pas qualitatif, tu le vois. En fait, c'est de l'expérience et les emplacements qui permettent de savoir si un emplacement est pas bon ou pas bon. Ouais, en fait, c'est pas que le KPI qu'il faut regarder parce qu'on peut avoir des taux de completion qui sont très élevés. En fait, comme l'exemple que tu donnes, on va voir en fait dans les emplacements énormément de chaînes musique. En fait, voilà, quand on écoute la musique et qu'on est concentré sur autre chose, il n'y a pas ça a aucun intérêt et c'est pas du reach qui est utile, quoi. Puis aussi, on travaille en amont les personas, etc. C'est s'assurer qu'on touche les bonnes personnes. Et donc, pas toujours se focaliser sur le volume, je veux faire beaucoup pour faire beaucoup, mais aussi de se dire, je fais moins, mais je sais que mon ciblage, par rapport à mes personas, il est pertinent. C'est pas forcément quantifiable, c'est plus de la logique, mais c'est un moyen de le voir. Et après, c'est ces fameuses différentes études donc les KPIs de campagne, les KPIs de trafic indirect sur le site, sur de la requête marque et les études de notoriété. Il y a aussi les conversion lift qui sont des études pour savoir en fait la proportion d'achats qui peuvent découler des personnes exposées au branding. C'est cet ensemble qui permet de se dire est-ce que le reach à la fin il est quali ou pas, quoi. Parfait. Bon, on va pouvoir arrêter là. Merci à tous. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent chez Meta à Paris dans un peu plus d'un mois. Ou ceux qui veulent se déplacer ou la région de Montpellier, on fête aussi nos 20 ans le 20 juin et on va faire tout de suite l'après-midi conférence avec Google, Meta, TikTok et puis l'ensemble de nos spécialistes dont Thibaut sur des sujets de branding, d'e-commerce, de lead, d'IA, Amazon SO. Voilà, c'est vraiment une après-midi de workshop donc et puis une soirée à la plage aussi, c'est sympa, pour fêter nos 20 ans et en même temps, voilà, continuer à proposer les dernières actus, etc. Merci à tous et une bonne journée, un bon appétit. Ouais.